Ce qui est fascinant dans l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est bien sûr son épopée glorieuse de la libération du siège d'Orléans jusqu'au sacre du roi à Reims, et puis enfin sa fin tragique. Mais ce qui, moi, me fascine le plus, c'est le contraste qu'il y a dans cette histoire entre la Jeanne, chef de guerre et meneuse d'hommes que nous connaissons, la Jeanne héroïque, et puis la petite Jeannette des origines. Car oui, il ne faut jamais oublier qu'avant le commencement de cette folle aventure, qui dépasse l'entendement clairement, eh bien Jeanne n'était qu'une petite paysanne, illettrée, totalement inconnue, que rien ne prédestinait à ce fabuleux destin. C'est ça qui rend l'épopée joannique grandiose, surnaturelle, et c'est pourquoi j'ai voulu m'attaquer aujourd'hui à cette période moins connue mais tout aussi déterminante de son histoire. Jeanne, ou plutôt Jeannette, c'est comme ça qu'on l'appelait dans son village, est née en 1412 à Domrémy, dans le Barrois, en Lorraine. Il n'y a pas de date de naissance précise, on parle du 6 janvier, c'est l'épiphanie, ce qui relève plus de la légende symbolique que du fait historique. Et c'est normal aussi à cette époque-là, qu'on ne connaisse pas sa date de naissance, puisque à cette époque, beaucoup donnent leur âge environ. Parfois même, les seigneurs ne connaissent pas leur date de naissance. Domrémy se situe à cette époque dans une vallée traditionnellement fidèle au dauphin Charles VII. Mais la région est très mouvante et les limites ne sont pas toujours très claires. Domrémy se situe justement à la frontière entre les terres du royaume de France et les territoires du Saint-Empire. C'est grâce au procès en réhabilitation qui a eu lieu en 1456 et aux témoins de son village qui ont témoigné à cette occasion que l'on connaît l'enfance de Jeanne. Jeanne, pour commencer, elle est illettrée. Elle le dit elle-même, elle ne sait ni A ni B, qui est une chose courante à l'époque chez les paysans. Mais pour autant, elle n'est pas, comme on la présente souvent, une pauvre bergère. De l'avis général, Jeanne est très pieuse dès son plus jeune âge. Elle va souvent et volontiers à l'église et sa piété déconcerte son entourage. Elle parle français avec un accent lorrain. Elle est, je cite, bien bonne française et n'aime point les bourguignons ni les anglais. Ça, c'est des extraits des témoignages des personnes de son village. Les premiers, les Anglais, ils ont souvent semé le trouble dans la région. Et puis les seconds, les Bourguignons, là aussi c'est tendu. On est en pleine période de crispation et de guerre civile. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que Jeanne, dès sa naissance, est fille de la frontière et de la guerre. Elle s'occupait comme le font les autres jeunes filles. Elle faisait des travaux de la maison et elle filait. Et quelquefois, je l'ai vu, elle gardait les troupeaux de son père. Quelquefois, elle gardait les troupeaux. Nous, on a gardé l'image de cette Jeanne bergère, mais ce n'était pas son activité principale. Quelques idées reçues maintenant sur cette enfance, justement. La première étant que Jeanne est issue d'une famille pauvre. On dit que c'est une bergère, mais on ajoute souvent pauvre bergère. Les parents de Jeanne ne sont pas du tout de pauvres gens. Alors certes, ils n'étaient pas bien riches par rapport aux nobles et aux princes, mais le père Jacques d'Arc était un laboureur aisé, c'est-à-dire un paysan qui possédait une maison en pierre, paraît-il. On voit la maison qu'on nous fait visiter aujourd'hui, même s'il y a des doutes. Une charrue, des animaux et des terres. Il avait été doyen, c'est-à-dire maire et aussi procureur du village dans des affaires évoquées plus tard par Robert de Baudricourt, qui est le capitaine royal de Vaucouleurs, qu'il connaissait bien et dont nous reparlerons dans d'autres épisodes. Donc il s'agit d'une famille qui n'est pas pauvre, qui est en pleine ascension sociale. D'ailleurs, sa famille a fondé une messe annuelle au printemps. Et c'est pourquoi Jeanne reçoit une très bonne éducation. En gros, ils font partie de l'élite paysanne et de l'élite de leur village. On nous dit aussi, ça c'est l'image d'Épinal, je reviens là-dessus, que Jeanne était une bergère qui gardait les moutons. Alors voilà un grand mythe lié à Jeanne et que l'on trouve dans tous les manuels scolaires. Jeanne était une bergère qui gardait ses animaux. C'est un mythe armagnac, vous savez. Armagnac-Bourguignon, c'était la guerre civile à l'époque. Les Armagnacs étaient fidèles à Charles VII et les Bourguignons, avec le duc de Bourgogne, pactisaient avec l'Angleterre. Donc c'est un mythe armagnac qui a été lancé par les Armagnacs pour sa symbolique, puisque dans la Bible, Dieu parle au roi et la plupart du temps aux bergers. En réalité, Jeanne ne garde les moutons qu'occasionnellement, je l'ai dit, ce que confirment les deux procès. Puis comme le note l'historienne Colette Beaune, à cette époque, les paysans cultivent un peu de tout et il n'y a aucun berger de profession qui n'habite un village précis. L'élevage n'est qu'une activité d'appoint. Ce que fait Jeanne, eh bien la plupart du temps, elle va à la charrue et puis surtout, elle fait les ouvrages de femme, filer et tout le reste. Maintenant, intéressons-nous à son nom, Jeanne d'Arc. D'où ça vient? Eh bien déjà, à son époque, enfant comme durant toute sa vie, personne ne l'a jamais appelée Jeanne d'Arc. Les chroniqueurs de l'époque non plus ne connaissent pas cette forme.
En vérité, en son temps, le nom de famille a peu d'importance. On utilise surtout les prénoms, les surnoms et puis les lieux de résidence. Durant son épopée, c'est sous le surnom de Jeanne la Pucelle qu'elle se fait appeler. Pucelle, c'est le nom qu'on donnait à l'époque et qu'on donne encore aujourd'hui aux jeunes filles vierges. Il faut attendre le procès en réhabilitation, donc après sa mort, 1456, pour que la forme d'arc apparaisse, sans D apostrophe, d'arc en un mot. Il s'agit de la forme la plus admise, mais on voit aussi D, dars, dar avec un E à la fin. En gros, il n'y a pas vraiment de règles orthographiques fixes. Son père est né à Céphon, près de la ville d'Arc en Barrois, et c'est ce qui justifie le nom d'Arc. Quant au D apostrophe, D attaché ou D apostrophe, sachez qu'à cette époque, la particule D apostrophe ou de ne fait pas forcément de vous un noble. Et puis pour finir, son prénom, Jeanne, eh bien, il est porté par un tiers des filles de son temps, paysannes comme nobles. Donc en gros, c'était un prénom populaire à l'époque, et ne me parlez pas de Kevin. Parlons des voix maintenant, parce que c'est quand même essentiel dans son histoire. Nous sommes en 1425 quand les premières voix lui apparaissent à elle. Elle a alors 13 ans. Elle est dans le jardin de son père, vers l'heure de midi, et Saint-Michel lui apparaît. C'est le premier. Dans un premier temps, c'est pour l'aider à se gouverner, c'est-à-dire à être une bonne et sage fille et d'aller souvent à l'église. Au début, Jeanne est évidemment terrifiée par cette apparition. C'est plus tard qu'elle va recevoir sa mission, c'est-à-dire aller au secours du roi, délivrer Orléans et le faire sacrer à Reims. Jeanne va répondre qu'elle n'est qu'une pauvre fille qui ne sait ni monter à cheval ni faire la guerre, mais Saint-Michel lui dit alors d'aller trouver Robert de Badrincourt, qui est le capitaine de la ville de Vaucouleurs, située à 4 heures de marche, et que ce capitaine la mènerait vers le roi. Puis ce sont Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui vont lui apparaître dans une grande clarté, nous dit Jeanne, et avec un noble maintien. Dès qu'elle les voit, elle se met aussitôt à genoux et elle pleure leur départ. L'âge avançant, ces voix vont se faire de plus en plus présentes, lui rappelant sans arrêt sa mission, et elles vont apparaître souvent lorsque les cloches sonnent, nous dit-on. Alors à 16 ans, nous sommes en mai 1428, elle part enfin pour Vaucouleurs, sans prévenir ses parents qui se seraient opposés à son départ, accompagnée de son cousin, qu'elle appelle son oncle parce qu'il est plus âgé et qui s'appelle Durand Laxart. Durand Laxart, ça me fait rire, ça on dirait le nom d'un super-héros kitsch. Bref, plus que jamais, Jeanne va espérer convaincre le capitaine de l'emmener vers le roi, comme lui ont suggéré ses voix. Après une première tentative infructueuse, on la prend pour folle dans le village. Elle retente sa chance l'année précédente, donc en 1429, et cette fois elle fait forte impression dans la ville grâce à sa piété, et elle est même reçue par le duc de Lorraine. Tout ça va convaincre Robert de Baudricourt d'accepter enfin sa demande, et donc de la conduire à Chinon auprès du roi. Il met une escorte de 6 hommes à sa disposition, et Jeanne part le 23 février 1429 pour un voyage de 11 jours. On connaît la suite, la formidable suite. Elle est reçue par le roi, elle fait ses preuves, on lui confie une armée, et puis en l'espace de quelques semaines, le siège d'Orléans est levé, le roi est sacré à Reims, et les troupes royales reprennent une confiance et un avantage qu'ils ne perdront plus jusqu'à avoir définitivement bouté les Anglais hors de France. Si je vous parle de ça, de son enfance, premièrement, c'est pour mieux connaître l'histoire de Jeanne, mais il est surtout question de se rendre compte du chemin parcouru par cette petite jeune femme quasiment inconnue. Quand on prend du recul et qu'on regarde ça, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné, d'être stupéfait et puis d'être fier de notre histoire. Et pour certains, dont je fais assurément partie, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a incontestablement quelque chose de surnaturel derrière ce destin hors norme.